Le choc, c'est le 11 septembre. Lamine Foura, Sami Aoun. Le choc, c'est le 11 septembre. Il me semble que c'est depuis le 11 septembre 2001 qu'on entend des gens de culture musulmane venir au secours de la laïcité ou de la société civile ou parler contre la violence, le terrorisme, etc. Je peux vous dire que le peuple algérien a souffert pendant 10 ans, pendant que des terroristes étaient dans les capitales occidentales en train de faire la promotion du terrorisme en Algérie. Donc je pense pas que c'est le 11 septembre. Les musulmans ont souffert les premiers en silence, essentiellement le peuple algérien durant 10 années. Mais aussi, je pense que c'est plutôt le contexte du 11 septembre qui a donné les années 90, juste avant, où des terroristes annonçaient leurs attentats à New York, à Paris, et sous, je dirais, la couverture de l'Occident. Mais un élément très important, c'est que le 11 septembre... Vous nous rappelez quelque chose, là, que je suis pas sûr de souvenir exactement de quoi vous parlez, mais des terroristes annonçaient leurs actions à Paris, à New York. Il y avait des terroristes aux États-Unis, réfugiés, et que les États-Unis leur donnaient la parole à annoncer des actes terroristes en Algérie qui étaient considérés comme des actes de résistance. À ce moment, c'est-à-dire durant la guerre, à ce moment, durant la guerre froide particulièrement, le cheval de combat de la stratégie occidentale, surtout états-unienne, c'était vraiment un islamisme combatif pour faire descendre et faire chuter l'Union soviétique. Alors, à ce moment, c'était le lien. Maintenant, 80... Là, est-ce qu'on parle d'une culpabilité occidentale, d'une connivence avec le terrorisme? Pourquoi pas, mais l'islamisme combatif a deux laboratoires. Il y a le rigorisme islamiste dans ses modèles les plus farouches, exclusivistes et violents, et il y a le laboratoire aussi de la stratégie occidentale. Ça, il faut le reconnaître. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est justement une rupture du lien entre la stratégie occidentale et miser sur cet islamisme combatif. On le voit avec Barack Obama qui ne veut pas s'ingérer en Syrie et les laisse s'entretuer et s'engouffrer dans une guerre civile. On voit par exemple la rupture entre l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Pour ne pas faire l'erreur des Moudjahidines. Voilà, pour ne pas faire l'erreur de l'association avec les Moudjahidines en Afghanistan. Et ce que Lamine dit est vraiment assez intéressant. À ce moment, ces terroristes n'étaient pas qualifiés comme tels par le registre, la rhétorique politique occidentale. C'est pour dire quoi pour l'actualité, Lamine Foura? Ce que je disais, c'est que, parce que vous avez mentionné que les musulmans qui protestaient, qui faisaient la promotion de la laïcité ne sont apparus qu'après le 11 septembre, c'était un exemple que les musulmans eux-mêmes ont commencé les premiers à combattre l'islamisme politique et aussi surtout l'islamisme violent. Bon rappel, effectivement, merci. Natacha Ivičić, je me reste plus au cerveau croate. C'est fini. Natacha Ivičić, votre expérience à vous, par rapport à ce dont on vient de parler particulièrement, le choc, il me semble me souvenir, je sais pas si je me souviens bien du film, mais c'est ici que vous décidez de porter le voile. Moi, je ne suis pas née musulmane. Moi. Oui, c'est vrai. Vous êtes une convertie en plus. C'est encore pire, ça. Je suis une convertie. C'est ça. Je me suis. Alors, moi, je me suis convertie par choix, aussi parce que j'ai rencontré un homme musulman. Donc, et je veux revenir avec justement le 11 septembre parce que moi, je me suis convertie en 92. Et en 92, l'islam à Longueuil, c'était pas connu. Donc, quand moi j'ai découvert cette religion, moi je croyais au départ c'était une religion orientale. Bon, ça venait de loin là et tout. Et petit à petit, je découvre qu'il y a beaucoup de familiarité avec le christianisme. Et donc, c'est ça. Moi, au début, j'étais pas influencée, par exemple, par toute la couverture médiatique qu'il y a maintenant, que l'islam a ou la mauvaise réputation qu'elle a. Pour moi, c'était une religion parmi tant d'autres. Et c'est vrai que le 11 septembre, moi, déjà, le 11 septembre, j'étais pas mal dans l'islam, donc ça m'a pas tellement affectée, mais je comprends que ça a affecté beaucoup de musulmans et je dirais même les jeunes musulmans. Parce que tout d'un coup, déjà, les jeunes, ils sont toujours à la recherche de leur identité et là, tout d'un coup, ils découvrent que leur identité est mal vue. C'est comme, c'est pas bon d'être musulman. Et donc, on voit deux phénomènes. On voit soit ceux ils veulent pas trop paraître, de risque d'être,
critiqués ou menacés, et d'autres, ils vont affirmer cette identité. Et on dirait que tout d'un coup, l'islam devient, ce n'est plus genre une religion, une spirituelle, une recherche, un cheminement spirituel, ça devient une identité. Et moi, je le vois surtout chez les jeunes, parce que j'ai interviewé pour mon film beaucoup de jeunes filles. J'étais curieuse de voir comment ça se fait tout d'un coup, on voit apparaître, par exemple, le port du voile dans les écoles secondaires, tandis qu'avant, il n'y en avait pas. Déjà, moi, quand j'ai commencé à porter le voile 4 ans plus tard... Vous l'expliquez comment? Je crois que, surtout quand c'est des adolescents, puis bon, j'ai déjà 3 adolescents chez moi, ils sont dans une période de recherche de leur identité. Et avec le 11 septembre, ça a comme accéléré ce processus en disant, oh, attends, mais qui je suis? Et ça a aussi questionné leur identité par rapport à leur identité québécoise et celle de leurs parents, tu vois. Et ils essaient de trouver un milieu, mais ça me rappelle juste l'histoire d'une fille que j'ai interviewée qui m'a dit qu'elle était dans l'autobus. Et bon, oui, ça se voit qu'elle vient d'ailleurs, peut-être pas nécessairement arabe parce qu'elle a les yeux un peu là comme des asiatiques, donc elle était mi-philippienne puis mi-pakistanaise. Et elle était dans l'autobus, puis c'était quelques jours après le 11 septembre, puis t'entends dans l'autobus, ah c'est salaud, regardez qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est des criminels, c'est des meurtriers, il faut tous les tuer. Et elle, tout d'un coup, elle s'est sentie, mais je suis musulmane, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas une meurtrière. Je ne tue pas des personnes. Je ne pense pas comme ça. Et on dirait qu'elle avait cette volonté de prouver aux autres, non, je veux vous montrer c'est qui les musulmans ici au Québec. Et donc, elle a décidé de porter le voile parce qu'elle croyait qu'en portant le voile, ça va ramener les gens à venir vers elle et lui poser des questions. Et c'était sa façon de pouvoir expliquer. Alors, pour me rattraper pour tout à l'heure, vous êtes la fille d'un bosniaque, donc de culture musulmane, mais athée. Non, en fin de compte, mon père est bosniaque, mais de culture catholique. Mais il a vécu avec des musulmans. Faut pas oublier la Bosnie. Elle n'est pas monolithique aussi. C'est une région très diversifiée où pendant très longtemps vivaient 3 religions. Jusqu'au jour que Tito est mort, mais ça c'est jusqu'au jour mais aujourd'hui mon père où on a vécu le retour turbulent. Faut pas oublier, mon père il est athée, par contre. C'est ça. Voilà, Madame Ferretti, oui, je voudrais dire que je fais passer le film de Natacha dans mon cours Religion et Société au Québec parce que c'est une des occasions rares que nous avons d'entendre la parole des femmes musulmanes elles-mêmes sur les raisons qui font qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas, qu'elles portaient, qu'elles ne portent plus, qu'elles ne portaient pas, qu'elles portent le voile. Et ça, c'est très intéressant. Et une autre chose que vous avez dite qui est aussi extrêmement intéressante, une émission comme celle d'aujourd'hui, qui nous permet d'aller plus profondément dans la connaissance de qui sont les musulmans québécois, aide énormément à enrayer l'instrumentalisation politique que plusieurs groupes dans la société, parfois par les ethnic barons, comme on appelle en histoire de l'immigration. Oui, il y a des barons ethniques. Des barons ethniques, mais il y a aussi des chefs de gang, quoi. Oui, mais il y a aussi des Couillard, il y a aussi des Trudeau, il y a aussi des Mulcair, il y a aussi des Julius Gray qui ont tendance... Non, mais je ne parle pas seulement des musulmans, je parle de tous ceux qui ont un intérêt à instrumentaliser la situation, à insister sur les frictions plutôt que sur les relations de rapprochement qu'il y a entre toutes ces communautés et la société d'accueil. Et dans ce sens-là, c'est vraiment intéressant que vous mettiez la table pour une discussion sur... je vais vous décevoir un peu parce qu'on va se donner un petit choc. 2 événements aujourd'hui. D'abord, il devait y avoir une journée de mobilisation des femmes pour le droit de conduire une automobile en Arabie Saoudite aujourd'hui. Et ça a été annulé à cause des pressions du gouvernement et des menaces du ministère de l'Intérieur, plusieurs des organisatrices et des organisateurs de cet événement-là. Alors, il n'y aura pas de femmes au volant en Arabie Saoudite aujourd'hui. Et cela prouve encore, Michel, cela prouve que cette expérience, ce modèle saoudien, dans toute la galaxie musulmane, il n'est pas universalisable. Et c'est-à-dire, ce modèle est propre à une société tribalo-clanique, riche, pourvoyeuse de pétrole, mais il n'est pas universalisable ni en Algérie, ni en Tunisie, ne pas permettre à la femme... Partout, qui est en déclin. C'est pourquoi leur réaction négative à l'égard du printemps arabe, parce qu'ils ont vu se déstabiliser ce modèle et les slogans de liberté et dignité, et que les gens sont dans la mixité dans la cité, ça les effraie. On va se donner un choc avec Fabrice de Pierrebourg, mon collègue journaliste.